vous retrouver à cette nouvelle session d'information. Dans cette édition, direction Washington, capitale américaine, le chef de l'État congolais, sa délégation ont eu des échanges fructueux avec les dirigeants de Bretton Woods. Ils sont à Kinshasa, les prévisions budgétaires s'élèvent à 7 milliards de dollars américains. Politiques et sociétés civiles se disent déçus. Enfin, un invité dans ce journal, le président du MLP, Franck Diongo, qui répond aux questions de Peter Tiani. Ce sont là quelques titres de cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous ouvrons cette édition avec cette rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné d'une délégation avec les dirigeants de l'institution de Bretton Woods. Une rencontre où la République démocratique du Congo va plaider afin de bénéficier de l'appui de cette institution dans le cadre de la mise en œuvre du développement des territoires touchés par les guerres. Je se salue pour saluer la sortie de son excellence. Comment allez-vous? Pardon, madame, pardon. Comment ça va? Tu vas bien? Voilà, à l'époque, Matemolo avec le puissant du Sénat. Ok, d'accord. République. Voilà, des moments aussi historiques. Voilà, merci. Okay. Merci, Président. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pendant que son excellence est en train de... Au cours d'une réunion de conseil de ministres tenue vendredi 27 septembre, le gouvernement congolais a approuvé le projet de loi de finances pour l'exercice 2020 qui est chiffré à 7 milliards de dollars américains. Le taux d'accroissement est de l'ordre de 14,5% par rapport au budget 2019. Décryptage des faits avec Philippe. Vous suivez. Adopté par le conseil de ministres vendredi dernier, sous la houlette du premier ministre Sylvestre Ilunga, en l'absence du président de la République, Félix Tshisekedi, toujours aux États-Unis, où il a participé à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Le projet de budget pour 2020 s'élève à 11 853,4 milliards de francs congolais, soit 7 milliards de dollars. Le projet de loi des finances présente un taux d'accroissement de l'ordre de 14,5% par rapport au budget de l'exercice 2019, a précisé le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Jolino Makelele, cité par les sites d'information 7 sur 7 et actualité.cd. Il est présenté comme à l'équilibre entre recettes et dépenses. Le gouvernement a assuré que les mesures nécessaires sont envisagées dans toutes les administrations financières pour la mobilisation financière de recettes qui leur sont assignées. Ces projets et ces annexes va être déposé au bureau de l'Assemblée nationale dans quelques jours pour examen par les députés nationaux avant de l'envoyer en seconde lecture au Sénat. Cependant, compte tenu des priorités du chef de l'État, ces budgets paraissent faibles aux yeux de la population congolaise. La sécurisation de l'Est du pays qui nécessite d'énormes moyens. Pour rappel, lors de sa campagne électorale, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait promis de mobiliser 86,71 milliards de dollars en 5 ans, soit 17,2 milliards de dollars l'année. Ce premier budget est inférieur à celui de 9 milliards de dollars présenté en 2015 par l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, estime que ce projet de loi de 7 milliards de dollars est insuffisant au regard des défis à relever dans le pays. Élément de Justine Loire. Regardez. C'est un budget insignifiant au regard des défis à relever. Le gouvernement Ilunga-Ilukamba a le devoir de le revoir au vu de la grandeur du pays. Dixit, Corneille Moulumba. C'est insignifiant. Parce qu'avec un budget de 7 milliards, madame, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. On évalue à 2 milliards 500, 2 milliards 700. Ça veut dire qu'on est pratiquement près de 3 milliards de dollars. Donc l'enseignement, seul que nous le voulons gratuit, l'enseignement va nous prendre plus de tiers du budget, comme voulez-vous. Il reste encore les enseignants, la police, l'armée, l'administration. Non, on ne peut pas s'en sortir avec un budget comme celui-là. Le gouvernement a fait des propositions. Donc, à son niveau, je veux dire, à ce niveau, évaluer un budget de 7 milliards de dollars. Je pense qu'ils doivent aller plus loin. Il faut
creuser davantage pour voir comment on peut, dans une première étape, avoir un budget de 10 milliards de dollars en fonds propres et voir comment alors peut-être d'ici un an passer de 15-20 milliards de dollars. En ce qui concerne le voyage effectué par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le pionnier de l'UDPS exhorte le président de la République de régler plutôt les problèmes internes avant d'aller ailleurs. Avant d'aborder l'extérieur, nous avons encore beaucoup à faire à l'intérieur, en interne. Il faut que nous puissions consolider la coalition FCCH. Il faut que l'UDPS soit consolidée, que l'UDPS soit remise debout. On peut aller faire le tour du monde, hein? Mais alors, on ramène quoi? On va ramener quoi? Quand il va venir, on aura de passer autant de milliards. Concrètement, pratiquement, qu'est-ce qu'il va rapporter? Qu'il y a eu des investisseurs qui ont dit qu'ils vont venir investir au Congo, mais les investisseurs qui vont venir au Congo ne viendront pas tant qu'il y a l'instabilité. Restons au chapitre de réaction où politique et société civile se disent déçus en rapport avec le projet de loi de budget de 7 milliards de dollars américains. C'est un article de actualité.cd décrypté ici par le Vrai Journal. Suivez. Réagissant au projet de loi de finances pour l'exercice 2020, chiffré à 7 milliards de dollars américains, l'honorable Jacques Njoli du MLC se dit déçu. Selon lui, ce projet vient confirmer la continuité de non-effort et de non-rupture. Poursuivant sur sa lancée, l'élu du MLC déclare « Nous sommes un peu troublés parce que lors de la campagne, le président avait annoncé un budget de 85 milliards de dollars américains. C'est pratiquement le budget qui était annoncé par le candidat du PPRD. Mais la coalition ne peut plus présenter un budget de 7 milliards de dollars américains. » Du côté de la société civile, Jean-Claude Katende, coordonnateur de l'Association africaine de droits de l'homme, Azado en sigle, juge le projet de loi de 7 milliards de dollars américains irréaliste au regard de la lutte contre la corruption. Ce projet proposé reflète la continuité de l'ancien régime et la lutte contre la corruption, l'impunité ne va rien apporter au pays. Visiblement, c'est un projet qui vient combattre la gratuité de l'éducation de base, une des priorités de Félix Tshisekedi. Car à elle seule, ces dépenses doivent atteindre 20%, soit 1,7 milliard de dollars américains. Le président de la République va-t-il exiger une correction de ce projet de loi? Attendons voir. Parlons éducation nationale à présent, pas de gratuité dans les écoles primaires d'application qui, d'après le ministre de l'ESU Thomas Louaka, dépendent directement de l'enseignement supérieur et universitaire. Elles ne dépendent donc pas du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, poursuit le ministre. Médard Kankolong, le président du parti politique Congo en avant, se dit indigné de la déclaration du ministre. Élément de Philippe Vumpi Indita. Suivez. Si on était sur avec le même, je ne sais pas par quelle magie M. Louaka est devenu ministre dans ce pays. Il n'a jamais achevé des routes. Il va encore achever les têtes de nos enfants. Et M. qui a montré ses limites, regardez ce qu'il avait avec la vie de l'université. Félix est venu à peine que c'est trop bien déterminé. Et d'ailleurs, non seulement qu'il fait ça, le père Oli Bakonga avait déjà aussi dit que l'éducation, la gratuité, on ne peut pas compter avec le 7e et 8e. Et d'ailleurs, qui du reste, nous savons que la gratuité concerne l'éducation des bases. Mais quand déjà Bakonga vous dit que non, 7e et 8e n'est pas concerné, allez-y comprendre la logique du FCC. Et que ce qu'il doit comprendre, lui-même a déjà dit que les gens qui l'entourent sont des coopérants. Et les rétrocommissions, par-ci par-là, si au moins cette affaire de 15 millions de dollars jusqu'aujourd'hui, pour Moukeba qui était un simple individu, une vitesse de croisière. Mais pour les 15 millions de dollars qui concernent les millions de Congolais, jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Moi, je demanderai à Félix, s'il ne sait pas, son retrait-commission, en tout cas, je vais parler de la victoire, retrait-commission vient, à part les maisons de Nyangwe, retrait-commission vient de prendre Hôtel Bikapi à Ngaliema. Allez-y vérifier. On peut parler de l'éducation, mais c'est moins des retrait-commissions, on peut les mettre pour l'éducation de nos enfants.
Autre chose à présent, et parlons de l'affaire proposition de loi de Délice Sanga. Le président du MLP, Franck Diongo, estime quant à lui que c'est une brèche pour Délice Sanga afin de permettre à Kabila de revenir comme président de la République. C'est-à-dire qu'il dépose cette loi-là, cette proposition de loi. Même si on dit on change l'article D de la Constitution, vous n'allez pas empêcher à l'Assemblée d'aller prendre 5, 10, 20 articles. D'autres articles? Non. Le texte ne t'appartient plus. Donc c'est un danger. C'est même pas un danger seulement. C'est une brèche qui permettra à Kabila de revenir à une élection au système indirect. Parce que la manière que nous avons rédigé cette constitution, Peter, M. Kabila est sénateur à vie. Il n'occupera aucun poste de toute sa vie. D'emblée, je suis contre tout changement de constitution. Maintenant, tout changement de constitution. L'honorable Délice Sanga a fait la proposition. Monsieur, je suis contre tout changement de constitution. Il dit qu'il faut remettre le 2 tours, c'est comme ça qu'il a fait la proposition. Ça, c'est un prétexte pour permettre à M. Kabila de revenir au système indirect. Délice Sanga est de l'opposition. Monsieur, moi je vais te dire une chose. Tu vois Félix Tshisekedi promulguer une constitution, le fils de Tshisekedi. Après tout, c'est le fils de Tshisekedi. Tu vois Félix Tshisekedi promulguer une constitution qui fait que Kabila soit un président à vie. Tu vois ça? Dans la province du Sud Kivu et précisément dans la ville de Bukavu, une activité de la FDC alliée dissidents de Nénénkoulou a été perturbée et les organisateurs tabassés. Plus de détails dans cet élément de Pekimbelu. Suivez. Incroyable mais vrai. Une activité de l'AFDC à dissidents de Nénénkoulou tourne au vinaigre. Des organisateurs ont été molestés par d'autres personnes, refusant le dédoublement de la coalition chère à Bahati Lukwebo. La scène s'est déroulée à Bukavu, au sud Kivu. Triste réalité. Autre chose à présent, crise sociopolitique au Venezuela, la 4e voie en collaboration avec le mouvement Téléma et l'école panafricaine André Blouin ont organisé une journée de solidarité avec ce pays révolutionnaire vendredi dernier où des intervenants ont expliqué aux Congolais l'origine de la crise, contrairement à ce que les médias occidentaux informent à ce sujet. Élément de Philippe Voupi et les pièces. Regardez. En solidarité avec le peuple vénézuélien, victime des sanctions occidentales, 4e voie en collaboration avec Téléma et l'école panafricaine André Blouin ont organisé une journée de réflexion sur la révolution bolivarienne. Le premier intervenant s'est apaisanti sur la raison de l'acharnement dont fait objet le Venezuela. Avant Hugo Chavez, 50% d'enfants vénézuéliens n'allaient pas à l'école. 50% des populations ne pouvaient pas aller dans les centres hospitaliers ou à l'hôpital. Et l'homme a dit pas question. Et la première action qu'il a faite, c'était de nationaliser la compagnie pétrolière. Le deuxième a appelé à l'éveil de conscience et au panafricanisme. Et le troisième s'est penché à la résistance vénézuélienne comme modèle pour les Congolais. Hugo Chavez a pris le temps de préparer son peuple. Aujourd'hui, s'il y a résistance, ce n'est pas parce que le Venezuela a une armée forte ou des politiciens forts ou politiques, mais c'est parce que le Venezuela a un peuple fort. Cela doit interpeller le peuple congolais. Est-ce que nous avons un peuple fort, nous avons un peuple béton, ou nous avons des individus béton? Et l'image que donnent ces médias internationaux, Nicolas Maduro est un mauvais président,
il travaille, il est contre le peuple vénézuélien. Donc ces chaînes ne véhiculent pas les vraies réalités. Signalons au cours de cette rencontre, il y a eu aussi intervention d'une activiste vénézuélienne, Yasmine, par vidéoconférence et projection d'un documentaire Venezuela en temps de guerre. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Président Franck Diongo Chamba, bonjour. Bonjour. Beaucoup de choses pour le peuple, pour respecter le peuple d'abord. Mais avec un budget de 7 milliards, est-ce possible, Franck Diongo? Le président de la République, qui a bâti campagne pour le peuple d'abord, avait, en termes de promesses électorales, donné un budget de 86 milliards, bien entendu, en 10 ans, c'est-à-dire par année, 8,6 milliards de dollars, soit 9 milliards de dollars. Or, le budget de 7 milliards est en dessous de 9 milliards qui est une promesse électorale. Donc, on empêche le président même de réaliser en prévision son rêve. Donc, le président échoue par le rêve déjà. Donc, avec 7 milliards, c'est impossible. Non, c'est-à-dire que on doit... Non, parce qu'en fait, ce sont des prévisions. Oui. Qu'est-ce qui a empêché au Premier ministre, en termes même de prévisions, je vais revenir dans les chiffres, de prévoir un budget de 10 milliards, de 15 milliards, de 20 milliards. Je vais revenir. C'est sur base des recettes. Hein? Donc, ça c'est la première chose. Un budget de 7 milliards. Je vous ai dit, c'est un budget de la honte. Un budget anti-patrie. Contre le peuple d'abord. Prenons l'illustration de l'éducation. La gratuité de l'éducation. Le ministère de l'Éducation, dans les dernières réunions qu'ils ont trouvées pour voir l'effectivité de la gratuité de l'éducation, à l'école primaire, le budget est de 3 milliards, soit 2,9 milliards qu'on arrondit à 3 milliards. Quand vous enlevez 3 milliards ou 2,9 milliards de 7 milliards, vous n'avez que 4 milliards qui restent. Si vous prenez ce que le président de la République avait parlé aux Nations Unies, qu'il faut prendre 20 milliards et 20% du budget, c'est-à-dire 20% de 7 milliards, c'est 1 milliard 400 millions. Lorsque vous prenez 1 milliard 400 millions, vous allez rester avec combien sur les 7 milliards? Donc, ce budget va combattre la gratuité de l'éducation. Ça, c'est des éléments. Quand vous prenez les contextes dans lesquels nous travaillons et en analyse comparée des autres pays pour montrer les caractères humiliants et injuriés de ce budget, c'est vraiment une injure pour la République. Quand je prends le Rwanda, j'ai fait une étude de plusieurs pays de la région. Quand vous prenez le Rwanda a 12 millions d'habitants. Dans les 12 millions d'habitants, vous avez 16% des Tutsis et 84% des Hutus. Alors, dans les 12 millions d'habitants, ils ont un budget de 2,7 milliards, soit de 3 milliards de dollars pour 12 millions d'habitants. Quand vous allez en Angola a 25 millions d'habitants. Pour 25 millions d'habitants, ils ont un budget de 35 millions. Pardon, 35 milliards de dollars. Pour 25 millions d'habitants. Pour 25 millions d'habitants. Et la RDC, les dernières recherches de 2019 démontrent que la RDC, en 2019, nous sommes de 95 millions d'habitants. Sur les 95 millions d'habitants, un budget de 7 milliards. Quand tu prends une analyse comparée, nous avons la même richesse que l'Angola, un pays qui sort de la guerre. Vous comprenez? C'est pour montrer que sur le plan analytique, je reviens pour ceux qui pensent que le budget de 7 milliards, parce qu'il y a des théories classiques de l'économie qui commandent à ce que le budget doit tenir compte des 3 exercices qui viennent de passer. Si nous prenons les 3 exercices qui viennent de passer, on applique ce principe tout simplement lorsque on est dans les mêmes régimes, dans la logique de la continuité, où on sort de la guerre, où on est en guerre, où on est dans les mêmes contextes. Or, ici, nous sommes
devant un autre régime. Une fracture. Un président de la République issu de l'opposition qui a combattu les autres budgets. Parce que le député de l'UDPS en 2011 au Parlement ont voté contre tous les budgets du régime. Or, le budget de Matata est arrivé jusqu'à 8 milliards. Il a frôlé 9 milliards de dollars. Tchibala 6 milliards. Comment le président opposant va être en dessous de Matata? 7 milliards. Non. Ce budget doit être corrigé avant d'être déposé. Le Premier ministre doit corriger ce budget avant d'être déposé parce qu'en fait, c'est un budget contre le peuple. Nous sommes un pays menacé dont le progrès est en panne. Donc, il faut éteindre la menace, détruire la menace et relancer le progrès de sorte que le Congo marche de concert avec le reste des nations. Pour ce faire donc, l'enjeu principal, c'est l'endettement. Il faut s'endetter. L'État ne tombe jamais en faillite. Il faut s'endetter. Mais pour s'endetter, il faut qu'il y ait une gouvernance intègre. Vous entendez parler, c'est parti pour un échec. Hein? C'est pas parti pour un échec. On ne peut pas accepter que ça soit déposé, non. On ne peut pas déposer le de 7 milliards. Ça va être déposé, les députés vont valider. Monsieur, on ne peut pas déposer, Peter. Je sais que tu es très têtu. Je ne peux pas, moi, l'avoir. Félix Tshisekedi, président de la République, dans une logique de peuple d'abord, accepter un budget de 7 milliards inférieur à sa promesse électorale. Non, je ne le vois pas accepter ça. Et la recommandation, c'est que le Premier ministre corrige sa copie avant de déposer. Le peuple congolais peut exiger 15 milliards comme ils sont, parce qu'ils sont encore dans les délais, c'est 60 jours. Mais le minimum, c'est 10 milliards. On ne peut pas déposer un budget moins de 10 milliards, non. Parce que lorsque le Rwanda met, on dit, à 3 milliards, pour une population de 12 millions, ils vont créer 213 000 emplois. Ils créent 213 000 emplois au Rwanda. C'est votre première déception, ce budget? Ce ne peut pas être encore une déception, c'est un combat de redressement, d'introduction des facteurs correctifs. Parce que le peuple ne pourra jamais être déçu. Le peuple, si ça ne va pas dans son accord, le peuple va combattre. Va empêcher, c'est clair. Le budget va à l'encontre et du programme du Premier ministre et des promesses électorales du président de la République et de la philosophie générale du peuple d'abord. Comment le peuple acceptera un tel budget, monsieur? Et si ça passait, qu'adviendrait-il? Je ne vois que ferait Franck Diony? Je ne vois pas le peuple accepter un tel projet être déposé. Je ne vois pas le Premier ministre rejeter ses conseils de sagesse qui va dans le sens de redresser cela. En fait, on ne peut pas, Peter Tchani, avoir un Premier ministre avec un gouvernement dépourvu de créativité et d'innovation. Je suis en train de vous parler de la créativité et de l'innovation. Un père ne peut pas se plaindre qu'il est incapable de nourrir ses enfants. D'accord. Votre réaction par rapport à l'affaire 15 millions de dollars Franck Diongo? Pour Franck Diongo, la question de 15 millions de dollars, la justice doit clarifier où est parti les 15 millions de dollars. C'est une rétrocommission, a dit le président. Monsieur, je suis en train de vous dire que pour la gouvernance intègre, il faut faire trop attention. Le président de la République peut dire des choses. Mais sa responsabilité politique n'est pas engagée. Il peut dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucun moyen de les sanctionner politiquement, parce qu'il est irresponsable politiquement. Il faut faire trop attention. Il va attendre la fin de sa mandature pour être sanctionné s'il n'a pas respecté ses promesses politiques. Pour ma part, la question des 15 millions de dollars, quelle que soit la leader, même lui-même le président, a finalement dit ce qu'il a dit au Congo. C'est la justice qui sera en occuper. Même à l'interview de TV5, il a finalement dit
que la justice s'en occupera. Tout en parlant donc, de retrocommission. Donc, en disant que c'est normal. Pour moi, la question de 15 millions, non, tu sais, l'erreur est humaine. Hein? Il faut poser la question au président. Tu passes son délit de conscience ou du cabinet. Il faut poser la question au président. Mais la retrocommission n'est pas légale. Au Congo, c'est pas légal. C'est pas légal. C'est pas légal, c'est une infraction. C'était un faux pas du président. Non, je te dis, pour ma part, le président a finalement, au Congo, il a dit que c'est la justice. Même dans la même interview, il n'a pas de rétrocommission. Il a dit que la justice doit s'en occuper. Alors, même si le président dit que la rétrocommission est légale, raisonnons pas l'absurde. Et qu'aujourd'hui, la justice s'en occupe. Où est le problème? Mais en réalité, le président peut commettre une erreur, tout homme est faillible. Mais il faut retenir une seule chose, que l'affaire de 15 millions de dollars, c'est une affaire qui concerne tous les Congolais. En tout cas, il n'y a personne aujourd'hui qui a décidé que cette affaire se taise et ça va être tué. Cette affaire, les Congolais ont besoin. Moi j'ai un problème de devoir de vérité, devoir de conscience, la gouvernance intègre. On ne peut pas sortir des caisses de l'État 15 millions de dollars et ne pas être clairement expliqué. Donc aujourd'hui, toutes les personnes citées comme complices dans cette affaire, que la justice démontre que ce n'est pas une infraction, que la justice démontre que l'argent n'appartenait pas à l'État, ou que la justice démontre que non, il n'y avait pas de 15 millions. Mais du moins aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de décision de justice, je pense qu'il n'y a aucune expérience qui va convaincre l'opinion publique, notamment Franck Diongo. Franck Diongo dit ceci parce qu'il ne s'est pas retrouvé au gouvernement. C'est comme ça qu'il tire un boulet rouge. Aujourd'hui, il sort ses griffes. Comment répondriez-vous à cela? Non, il faut noter, c'est quand même étonnant que c'est toi qui poses une telle question. Il faut comprendre, Peter, que j'ai le devoir de conscience, le devoir de redevabilité. Le monde a besoin d'un franc-parler, d'un parler clair et d'un parler vérité. Est-ce que c'est toi, Peter, qui n'a pas compris que les combats de Franck Diongo et les combats au-delà de ses ambitions personnelles, parce qu'en fait, les combats de Franck Diongo, c'est par rapport à la menace. Ce qui pèse sur le Congo et contre notre avenir est plus vaste que nos ambitions. Et les politiciens congolais ramènent les combats politiques au niveau des ambitions. Est-ce que Franck Diongo a vraiment besoin ce combat, c'est de devenir ministre? Toi, tu es convaincu, tu sais combien de fois j'aurais fait d'être ministre, tu le sais. Quand je te prends l'accord de la Cinco, tout le monde est parti pour le partage du pouvoir, des ministères. Tu m'as interviewé ici, je n'ai pas référé d'aller à l'accord de la Cinco pour partager le pouvoir. C'est vraiment Franck Diongo qu'il faut poser la question. Il parle de vérité parce qu'il n'est pas ministre. C'est parce qu'il y a des choses que l'homme d'État ne dit pas. N'oublie pas que le même jour qu'on devait publier le gouvernement digital de la République, vous avez fait écho, la presse a fait écho. Il ne faut pas qu'on vous dise tout. Vous étiez avec le président avant la sortie du gouvernement. Donc, et tu sais, la photo que tu as vue sur Internet, hein, j'étais avec le président. Vous êtes dit quoi? Peter, Franck Diongo a une conscience à démontrer au Congolais la voie à suivre. Ce n'est pas les intérêts de Franck Diongo et de sa famille qui comptent, c'est l'avenir du Congo. Qu'est-ce qu'on pouvait me donner, moi, Franck Diongo, pour accepter de mourir, de rester à la maison? C'est à toi que j'avais dit que le 19 décembre, soit tu aurais une fausse flagrance, soit on va me tuer. Je suis resté chez moi. Qu'est-ce qu'on pouvait me payer pour j'accepte de mourir? On a cassé la prison, Peter. On a cassé la prison le 17 mai. J'étais en prison à Makala. 5000 Congolais ont fui. Tous les mineurs, toutes les femmes. J'avais 15 gardes du corps. Je pouvais sortir. Un libérateur ne fuit pas la prison. Tous les autres, dont mes collègues politiciens, ont fui la prison. Moi, qu'est-ce qu'on pouvait me payer pour que je refuse de fuir la prison?
dont on m'a empêché de me faire soigner. Je n'avais pas le droit à être visité. Et j'étais malade, Peter. Il ne faut jamais ramener les combats d'un géant à un positionnement, à un intérêt personnel. Président Franck Diongo, merci. Merci. C'était Franck Diongo, président national du MLP, qui répondait aux questions de Peter Tiani. Avant de boucler cette édition, le magazine Vrai Journal prie tous ceux qui ont déposé leur dossier de se présenter jeudi à 10h dans ces locaux. Cette édition est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.